Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, si tu veux rester vivant, creuse. C'est une guerre de tranchées. Il a suivi, presque immobile, les soldats aux avant-postes d'une guerre larvée dans la région du Donbass en 2020. Il a filmé la vie quotidienne de ces soldats du 30e bataillon de l'armée ukrainienne, opposé aux séparatistes russes soutenus par donc la Russie. Bonjour à vous, Louis Bureau. Bonjour. Vous êtes réalisateur et journaliste. À 32 ans, vous avez d'ores et déjà passé plusieurs années en tant que reporter à l'étranger. Vous avez couvert les printemps arabes en Égypte. Vous êtes rendu à la frontière afghano-pakistanaise ou encore auprès des Kurdes en Syrie ou encore place Maïdan en Ukraine. En 2017, vous êtes arrêté à la frontière irakienne, accusé d'appartenir à une organisation terroriste et condamné par les autorités turques à une longue peine de prison avant d'être libéré sous la pression diplomatique et avec le soutien d'ONG comme RSF. Une détention que vous avez racontée dans un livre, Chronique d'un prisonnier, 52 jours dans une prison turque, paru aux Équateurs en 2019. Tranché, c'est le titre de votre premier long métrage documentaire qui sortira en salle un peu plus tard, je le dis à l'attention des auditeurs. Il faudra attendre jusqu'au mercredi 11 mai pour pouvoir le voir, mais d'ores et déjà, on vous remercie d'être là avec nous pour en parler, surtout que vous êtes tout juste de retour du Donbass où vous êtes retourné et dont vous êtes rentré hier. Exactement. Alors on va essayer de comprendre avec vous ce qui vous a poussé à y aller la première fois, puis une deuxième fois, à tourner là-bas et y retourner encore là tout récemment. Qu'est-ce qui vous anime comme journaliste, comme documentariste aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous attire dans ces situations? Disons que ça a un peu évolué avec mon parcours et les années aussi, mais c'est vrai qu'au début de ma carrière, j'avais envie de me rendre sur les terrains qui me paraissaient intéressants pour y couvrir, pour voir de moi-même les grands changements historiques qui s'est déroulés. Et c'est vrai qu'en 2013, quand Maïdan a commencé, moi, c'était pas du tout ma zone géographique, étant donné que je travaillais plutôt au Moyen-Orient, que j'avais appris l'arabe, que c'était vraiment le monde musulman qui m'intéressait, mais Maïdan m'avait un peu bouleversé dans la manière dont je pouvais me représenter l'Europe, étant donné que ça se passait déjà en Europe et que c'était un grand bouleversement et qu'on avait vu durant Maïdan des choses terribles, des morts sur la place. Et il y avait toutes ces choses qui me paraissaient totalement dingues à l'époque. Et en tant que jeune journaliste, en tant que jeune Européen, je m'étais dit, il faut absolument que j'aille voir aussi un peu de moi-même. Et après, il s'est trouvé que l'Ukraine est devenue, en fait, avec les années, un pays qui m'est devenu cher, un pays qui m'est devenu proche, avec beaucoup d'amis. Et donc, en fait, j'ai continué d'y aller année sur année. Et jusqu'au moment donné où, en fait, les médias ont aussi commencé à s'en désintéresser. Et moi, j'y suis resté. Et ce film est aussi le résultat de toutes ces années passées dans ce pays où, en fait, à un moment donné, je n'arrivais plus à raconter ce qui s'y passait parce que la guerre continuait, mais les médias s'en désintéressaient. Et donc trancher, et c'est aussi le résultat voilà, de ce désintéressement et de cette volonté personnelle de continuer à raconter cette guerre qui faisait rage et qui n'a jamais cessé. Maïdan, vous avez 24 ans, si mes calculs sont bons, Exactement. quand vous y rendez, vous y rencontrez une génération qui a votre âge, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont là et font cette révolution, place Maïdan. Les soldats que vous allez rencontrer dans ces tranchées, dans le Donbass, est-ce qu'ils ont aussi votre âge? Est-ce que c'est aussi une génération de jeunes hommes, majoritairement quelques femmes, on va en parler, qui s'est retrouvée dans cette situation-là qu'on va Tout à raconter? fait, tout à fait. La plupart du temps, ce sont des jeunes qui partagent ces idéaux qu'on a pu retrouver sur la place Maïdan, donc libérer le pays de la corruption, défendre, entre parenthèses, sa patrie, retrouver une liberté. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai vu au fur et à mesure du conflit que les motivations n'étaient pas toujours les mêmes. Au début du conflit en 2014, les nouveaux engagés l'étaient avant tout pour des raisons patriotiques. Il y avait il y avait cette idée de défense de la patrie qui était très très forte, alors qu'au fur et à mesure des années, cette idée restait dans les esprits et dans les motivations, mais il y avait aussi beaucoup d'engagés en fait que je dirais économiques, c'est-à-dire que l'Ukraine est un pays qui reste très pauvre et quand on n'a pas de boulot et quand on est un jeune Ukrainien, s'engager dans l'armée, c'est aussi une manière de gagner de l'argent, étant donné que la paye dans l'armée est beaucoup plus élevée que le salaire moyen. On parle de 800-900 euros pour un soldat engagé dans l'armée, alors que le salaire moyen en Ukraine est de 300 euros. Donc j'ai vu aussi beaucoup de jeunes qui étaient là pour des raisons économiques, mais qui partageaient bien sûr ces idéaux et qui savaient très bien pourquoi ils étaient là et de où tout ça a été parti. Si tu veux rester vivant, creuse, dites un soldat devant votre caméra. Cette phrase que j'ai gardée aussi, placée en exergue de cet entretien avec vous, le bureau, elle est quand même assez frappante. Mais pourquoi ces tranchées? Est-ce qu'on peut expliquer quand elles ont été creusées et à quelle fin?
Elles ont été creusées à partir du moment où la guerre est devenue une guerre de position, en fait, à partir du moment où, en 2015-2016, les positions militaires de chaque camp se sont fixées, et donc les soldats ont dû trouver des moyens de se retrancher, de construire un nouvel environnement dans lequel se protéger et en même temps continuer la guerre. Et moi, c'est ce qui m'a frappé au fur et à mesure, c'est que un jour, je suis revenu sur une des positions militaires où j'avais déjà été, j'ai vu ces tranchées, et forcément, en tant qu'Européen, en tant que Français, quand on voit des tranchées, cela nous rappelle à beaucoup de choses. On a un imaginaire, tout un tas de références qu'on connaît très très bien parce qu'on les lit dans nos livres d'histoire, parce qu'on a tous entendu et lu aussi des récits des poilus. Et en fait, j'ai retrouvé dans ces tranchées tout ce que j'avais pu apprendre au cours de mon adolescence dans les livres d'histoire. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Je me suis dit, en tant que jeune Européen, en tant que jeune citoyen, que ces tranchées-là existaient toujours en Europe, alors qu'en fait, on ne le savait pas. La tranchée, c'est vrai que c'est un peu un truc du siècle d'avant, hein. Pense-t-on rien qu'en voyant le titre de votre film, une réalité de cette guerre que fut la Première Guerre mondiale, cette idée même de trancher, ce mot charrie un imaginaire et des réalités qui ont peut-être pas tant évolué. On va écouter le témoignage justement d'un homme sur les fameuses tranchées de 14-18, et il y a beaucoup de ressemblances. On écoutera ensuite ceux des soldats que vous avez rencontrés. On jouait aux cartes dans la tranchée, et en jouant aux cartes, il y avait le partenaire avec qui vous étiez qui tout d'un coup prenait dans un bombardement, foutait le camp, c'est fini. Il était mort. Ça n'avait... On n'attachait plus une importance extraordinaire à la perte de quelqu'un. Voilà, un vétéran français, et ce témoignage de Georges Luce en 1993. Les soldats ukrainiens que vous avez rencontrés, eux aussi, ils jouent aux cartes, hein, dans leurs tranchées. Hein. Ils jouent aux cartes, ils jouent aux jeux vidéo, ils essayent de tuer le temps exactement de la même manière que les poilus en 14. Et ça, c'était quelque chose de très important parce que quand on raconte la guerre, quand on filme la guerre, on a tendance à vouloir montrer la violence physique, celle qu'on voit, celle qu'on se représente dans la guerre, et forcément celle qui est la plus marquante au final, parce que la guerre, c'est ça. Mais quelque part, pour comprendre la guerre de tranchées, il faut aussi se représenter l'attente et tout ce que cela a créé dans la psychologie des soldats qui sont dans cet espace psychologique qui est très particulier, un espace d'attente, d'enfermement. Et ça me paraissait hyper important de montrer cette attente pour faire ressortir l'ambiance des tranchées. Alors on va écouter la vie dans les tranchées devant votre caméra à vous, Lou Bureau, extrait de ce film Les Tranchées qui sortira le 11 mai en salle. Mes grands-parents m'ont peu parlé de la guerre. Ils l'ont faite tous les deux. La grande pour la patrie. Et ensuite, j'ai vu ce qui se passait en vrai dans l'infanterie et la guerre. Une pelle. Pour résumer, j'ai plus souvent eu en main une pelle, un pied de biche et tout ce qu'il faut pour faire des fortifications plutôt que des armes. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Si tu veux rester vivant, creuse. Si tu veux rester vivant, creuse. On retrouve ces mots, hein, de ce soldat qui vous raconte ce quotidien. Il faut quand même raconter aussi juste un mot de la genèse de ce film et du fait que vous n'avez pas été autorisé pour tourner là-bas. Hein. Je n'ai pas été autorisé parce que, comme tous les réalisateurs et journalistes qui se rendent sur le front, on est soumis à des règles très strictes. On ne doit normalement pas filmer des positions militaires parce que c'est des images qui peuvent être utilisées bien sûr par l'autre camp. On a généralement aussi un attaché de presse derrière nous, mais tout ça, en fait, j'ai réussi à l'éviter parce qu'en fait, je connaissais un commandant au sein de l'armée ukrainienne, d'ailleurs rencontré sur la place Maïdan en 2013, un jeune qui est devenu ensuite militaire et ensuite a gravi les échelons jusqu'à devenir commandant. Et c'est lui qui m'a permis de venir sur cette position militaire, qui a obtenu l'accord des commandants locaux et qui a fait que j'ai pu rester autant de temps et vivre avec eux dans les tranchées, dormir dans les bunkers. Et ça, c'était un accès unique et inédit parce que normalement, ce n'est pas possible. Et donc, c'est assez intéressant parce que pendant toute la durée du tournage, on a dû cacher à l'état-major ukrainien qu'on était dans ces tranchées-là. Et donc, les commandants locaux nous ont couverts. Et ça a été assez extraordinaire et en même temps assez
dangereux, puisqu'en fait le tournage aurait pu être arrêté à n'importe quel moment. Au moment donné où je me suis rendu dans ces tranchées pour faire ce film, je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. Il y avait vraiment cette idée de à n'importe quel moment le film peut s'arrêter. Et d'ailleurs à un moment donné, on a reçu des appels de l'état-major qui disaient voilà, on sait qu'il y a quelqu'un qui est à peu près dans cet endroit, sur ces positions, qui filme depuis longtemps. Est-ce que vous en avez entendu parler, etc. Et en fait le commandant local de l'unité m'a couvert. Donc ça a été assez incroyable de leur part. Et pourquoi il vous couvre? Ils me couvrent parce qu'ils connaissent mon ami, qui est un ami aussi que j'ai depuis très longtemps, avec qui je partage énormément de choses et que j'ai rencontré sur Maïdan. Mais qu'est-ce qu'ils veulent que vous voyiez, que vous filmiez, que vous nous montriez? Ça a été assez intéressant parce qu'au début, beaucoup de soldats ne savaient pas pourquoi j'étais là. Quand je leur ai dit que je venais faire un film qui plus est en noir et blanc, en 4/3, ils me disaient « mais qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Puis au fur et à mesure du temps passé avec ces soldats, ils ont compris qu'en fait j'étais là sur le long cours, que je venais raconter cette guerre de tranchées. Je leur expliquais aussi, parce que l'histoire n'est pas la même. En Ukraine, on ne pense pas à la guerre de tranchées à la Première Guerre mondiale, quand on parle des tranchées. Donc c'était aussi intéressant de leur expliquer toute cette histoire que nous avons en France, en Europe. Et au fur et à mesure, ils ont compris. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que moi, je ne parle pas assez bien ukrainien ou russe pour pouvoir dialoguer avec eux, ce qui est peut-être un désavantage quand on reste très peu de temps quelque part, et en même temps qui devient un avantage conséquent quand on reste sur le long terme, parce qu'en fait, à partir d'un certain moment, on s'était tout dit, et moi, je restais avec eux, je dormais avec eux, donc à un moment donné, en fait, ils ont presque oublié que moi, j'étais là, j'étais totalement invisible, et c'est ce qui m'a permis de capturer ce quotidien, de capturer toutes ces séquences où, en fait, eux se parlent entre eux en sachant pertinemment que je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de raconter. Et moi, c'est des choses que j'ai découvert après en post-production, quand on a retravaillé les images, quand on a retraduit tout. Et c'était assez intéressant parce qu'à certains moments, je me rendais compte que certains soldats, par exemple, me disaient « mais qu'est-ce qu'il fait en fait Je ne comprends pas, il est là depuis des mois, est-ce qu'il va s'engager? Il va finir par s'engager avec nous ?» Et c'était assez drôle de voir le matériel que j'avais pu récolter ensuite en revenant en France. Mais moi, en tout cas, l'absence de la langue, le fait d'être resté longtemps, je vois ça comme ça a été un avantage vraiment sur le film, parce que c'est ce qui m'a permis de capter ce quotidien et d'avoir des vrais moments de vie. Est-ce qu'ils avaient raison au fond? Est-ce qu'il y a aussi une forme d'engagement de votre part? Peut-être pas dans un camp ou dans un autre, mais en tout cas un engagement, c'est sûr. Il y a un engagement, c'est sûr, l'engagement de vouloir continuer à raconter l'Ukraine, parce que à partir de 2016-2017, Ça n'intéressait plus personne. Ça n'intéressait plus personne, et puis la plupart des gens n'étaient pas au courant que la guerre continuait en fait dans l'est de l'Ukraine. Et c'est ce que je raconte aussi dans mon film, c'est qu'en fait les combats n'ont jamais cessé. Et que quelque part, ce qui se passait dans le Donbass à l'époque est aussi un prémisse, des signes avant-coureurs de ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a eu, je ne vais pas dire une faillite médiatique ou politique, mais en tout cas, on n'a pas voulu continuer d'essayer de comprendre ce qui se passait dans l'est de l'Ukraine et qui a amené à ce qui se passe aujourd'hui. Quand la guerre en Ukraine a commencé là, le 24 février, quand la première intervention russe avant l'invasion a eu lieu, vous n'avez pas été surpris? J'ai été surpris, mais c'était plus de la sidération, parce que je m'attendais, comme beaucoup d'autres, à ce que quelque chose se passe. On s'attendait tous à ce qu'une offensive finalement ait lieu, mais son ampleur et son échelle nous a tous surpris quelque part, parce que c'est arrivé partout dans le pays. Et moi, j'étais justement dans le Donbass à ce moment-là, en pensant que les Russes allaient raviver encore plus ce front du Donbass, alors qu'en fait, c'est arrivé partout. Et ça a été très dur pour moi, parce que tous mes amis, tous les gens que je connaissais sur place se sont retrouvés dans des situations catastrophiques en l'espace de quelques heures. Soit ils fuyaient, soit ils partaient au combat. Et donc mes amis en fait n'étaient plus là pour moi, et c'était normal. Ceux des villes notamment, ceux de Kiev. Ceux des villes, ouais. ceux de Kiev, parce que moi j'étais dans l'Est, donc eux se disaient que tout allait se passer là-bas, et en fait c'est eux qui m'appelaient pour me dire on a reçu un missile à Kiev, l'invasion est totale, l'invasion est partout. Et c'est vrai que plus que la surprise, c'était la sidération. La sidération de voir une attaque de cette ampleur possible encore aujourd'hui au XXIe siècle dans un pays comme l'Ukraine. Cette guerre des tranchées dans la région du Donbass, vous le disiez, on l'a qualifiée alors de guerre gelée, celle que vous avez filmée ce 24 février, a dégelé d'une certaine manière cette guerre, c'est-à-dire que ce front est redevenu un front actif. Il est redevenu un front très actif, mais la situation n'est pas exactement la même partout dans le Donbass.
Quand on parle du nord de la région du Donbass, de la région de Luhansk, la sous-région, là, effectivement, les lignes ukrainiennes ont été enfoncées et les forces russes ont rapidement pris position autour des villes et se sont vraiment mobilisées. Voilà, l'armée ukrainienne a été en déroute, faut le dire. Par contre, dans le sud du Donbass, et notamment sur la position dans laquelle j'ai tourné ce film, les positions sont restées les mêmes. Et c'est assez intéressant parce que je me suis rendu là ces dernières semaines sur cette position et les tranchées sont toujours les mêmes. Et donc, alors, dans une intensité différente, effectivement, parce que maintenant, en plus de l'artillerie, ils se retrouvent à devoir gérer l'aviation, les missiles, etc. Donc c'est de la folie. Mais les Russes n'ont pas réussi à franchir cette ligne et ça montre aussi quelque part quelque chose qu'on n'a pas voulu comprendre, c'est que l'armée ukrainienne, après 8 ans de guerre, était très très expérimentée, était prête. Cette ligne de défense, elle est extrêmement protégée, extrêmement consolidée et encore aujourd'hui, les Russes n'arrivent pas à la passer. Mais il y a un ennemi qui est devenu visible pour ces soldats que vous avez suivis et que vous avez filmés, là où, au début, quand vous prenez les premières images, on sent que la menace, le danger est en permanence latent et pas totalement concret. J'en reviens à ce quotidien des soldats que vous avez filmés dans ces tranchées. On évoquait l'ennui qui a sa place aussi dans ce quotidien, les discussions, les jeux de cartes, mais pas seulement. Il y a aussi des combats, des tirs, des bombardements. On retourne dans votre documentaire Tranchées, Loup Bureau. Антон живий? Certes, il y a une vie d'attente que vous racontez, que vous filmez, ce quotidien, mais il faut jamais baisser la garde, hein. Le danger est réel. Déjà, en 2020, la mort est un risque à part entière pour ces hommes. Bien sûr, sur le temps du tournage, sur les 4 mois, il y a un soldat qui est mort, 2 autres qui ont été blessés. Et la particularité des tranchées, c'est qu'on entend beaucoup plus qu'on ne le voit, parce que l'ennemi est aussi dans des tranchées. Bien qu'il soit très près, à 400-500 mètres, on ne peut pas le voir généralement. Et puis l'artillerie, c'est pareil, c'est quelque chose qui arrive du ciel et qui arrive soudainement sans qu'on ait d'avertissement. Donc la mort est toujours présente à n'importe quel moment. Effectivement, quand les soldats étaient dehors à manger ou à discuter, tout d'un coup, on pouvait entendre un premier bombardement et tout le monde partait se réfugier dans le bunker. Mais la mort n'a jamais cessé. La mort est toujours restée dans ses tranchées pendant ces 8 ans de guerre, et particulièrement sur ces positions. Et ils n'étaient pas forcément prêts ou expérimentés pour vivre cette situation-là, hein. Oui, parce que je pense que beaucoup de soldats s'engageaient, mais n'étaient pas forcément conscients qu'ils allaient se retrouver dans une guerre de tranchées. Et ils n'étaient pas conscients de ce que ça impliquait psychologiquement. Et d'ailleurs, c'est un grand enjeu de la société ukrainienne déjà avant l'offensive russe, c'est qu'il y a énormément de traumatismes qui sont liés à ça, étant donné qu'il y a énormément de soldats qui reviennent ensuite dans la vie civile et qui se retrouvent complètement démunis et qu'on abandonne un peu parce que l'État ukrainien n'a pas les moyens de s'occuper de ces gens qui ont vécu des années et des années de tranchées. Mais oui, les soldats sont détruits. Et d'ailleurs, dans l'unité dans laquelle j'ai été, l'année dernière, un soldat s'est suicidé. Donc en revenant du front. Mais ce sont des choses qui, malheureusement, sont secondaires dans la société ukrainienne parce qu'ils ont des problèmes beaucoup plus urgents à régler, et notamment encore plus maintenant avec l'offensive russe. On parle de combien d'hommes mobilisés en 2020 quand vous y allez dans ces tranchées? On parle d'à peu près 40 à 50 000 hommes sur les positions du Donbass, qui représentent 400 km de ligne de front, qui ne sont pas toutes des positions de tranchées, étant donné que les positions traversent aussi des villes, donc là on est dans un environnement plus urbain. Mais dès qu'on sort des villes, dès qu'on arrive dans les campagnes, là ce sont des réseaux de tranchées qui sont extrêmement développés et qui s'étalent sur des dizaines de kilomètres. Et c'est toujours ce qui est surprenant, moi aussi qui me surprenait, c'est qu'on peut marcher pendant une demi-heure, 1 heure dans ces réseaux de tranchées. Et en fait, ne pas en voir la fin, c'est extrêmement développé parce qu'ils ont eu des années pour les faire. Elles ont commencé quand, les premières, vous disiez, à être En creusées 2015, 2016. En 2015-2016. Et elles ont continué pendant 3-4 ans. Et encore, en 2020, quand j'y étais, ils construisaient les tranchées. Et encore, il y a quelques semaines, des nouveaux postes de positionnement militaire ont été construits. De nouvelles tranchées ont aussi encore été construites. Entre 2018, premier repérage, 2020, le moment où vous tournez, on peut dire que le Donbass était déjà en guerre. Le Donbass n'a jamais été en paix. Et c'est d'autant plus catastrophique ce qui se passe actuellement, c'est que les villes dont on parle, qui
potentiellement vont être reprises par l'armée russe, Kramatorsk, Slaviansk, Severodonetsk, toutes ces villes du Donbass qui sont des grandes villes, plus de 200 000 habitants chacune, ont déjà été prises en 2014, au début de l'offensive des séparatistes pro-russes qui avait déjà été à l'époque soutenue par la Russie. Et les habitants de Donbass ont toujours connu ces combats-là, ont toujours eu une extrêmement forte présence de l'armée dans cette région. Il y a des checkpoints partout. Donc aujourd'hui, quand on est un jeune adolescent de 18 ans dans le Donbass, on a connu la guerre depuis 8 ans déjà. Il y a un soldat qui vous dit, si quelqu'un pense que c'est une guerre civile, c'est une erreur. Si c'en était une, elle serait finie depuis bien longtemps. Si c'est pas une guerre civile, qu'est-ce que c'est ? C'est une guerre qui a été débutée et initiée par la Russie. Même en 2014, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que les séparatistes ne sont pas sortis de nulle part. Les armes qu'ils ont eues à leur disposition, la manière dont ils se sont déployés sur le terrain, tout ça avait été planifié bien à l'avant. Et il y a eu énormément de reportages et d'enquêtes qui ont été faits, qui ont montré que les Russes étaient déjà présents à l'époque. Et en plus, il y avait, vous savez, en 2014, et c'était pareil pour l'annexion de la Crimée, les Russes qui avaient été déployés sur le terrain n'avaient pas d'insigne militaire. Et c'était toute la rhétorique du Kremlin de dire que c'était les populations locales qui voulaient s'affranchir de la tutelle de Kiev et qui se révoltaient, alors qu'en fait, tout avait été fomenté par la Russie qui voyait très bien que l'Ukraine lui échappait déjà avec la révolution de Maïdan et qu'elle ne voulait absolument pas ça. Et les Russes sont restés dans le Donbass pendant 8 ans. Ils ont continué à former les militaires. Le Donbass a été une région, je parle côté séparatiste, qui a été complètement inondée d'argent pour que la population puisse y rester. Il y a eu tous les financements de l'armée séparatiste l'été par l'armée russe et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience parce qu'aujourd'hui, on dit des fois, voilà, l'armée ukrainienne fait face aux séparatistes pro-russes. Non, l'armée ukrainienne fait face aux Russes. Je veux dire, les séparatistes pro-russes font partie intégrante de l'armée russe. Alors, il y a un écrivain, Andrei Kourkov, et c'est le cas dans son dernier roman, Les Abeilles Grises, qui s'est rendu là-bas en amont de l'écriture de ce roman et qui parle de zone grise à propos de la région du Donbass. Il est aussi allé à la rencontre des habitants pour comprendre ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient et notamment la manière dont ils percevaient l'ami ou l'ennemi russe, le frère ou le voisin russe, en fait, cette relation qu'ils pouvaient entretenir et ce qu'ils éprouvaient. Vous en avez parlé aussi avec ces soldats. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? La plupart des soldats qui sont sur le front le sont pour des raisons patriotiques. Donc eux défendent fermement l'idée qu'ils ont de l'Ukraine en tant qu'espace et pays indépendant. Mais c'est plus au niveau de la population locale que parfois, effectivement, on peut voir... je me souviens dans certains villages, des fois, je sais que je suis arrivé sur des positions qui avaient été bombardées, des appartements qui avaient été détruits. Et les habitants me disaient, ça, c'est les Ukrainiens. Alors qu'en fait, on pouvait... c'est quand on regardait exactement ce qui s'était passé, d'où venaient les missiles, etc., en fonction de l'inclinaison, des bombardements, tout ça. On voyait qu'en fait, les bombardements venaient du côté russe. Mais la propagande russe est très forte là-dessus et elle a réussi à faire que beaucoup d'habitants du Donbass considèrent que l'Ukraine est encore un ennemi, alors que je pense fermement que ce n'est pas le cas. Mais le Donbass est une région qui a eu des liens très forts avec la Russie. Il y a beaucoup d'habitants qui ont des parents ou des amis qui sont en Russie, donc c'est très compliqué pour eux de faire la part des choses quelque part. Alors, il y a des hommes, on les a évoqués, et quelques femmes, rares. On écoute le témoignage de l'une d'entre elles. Quand on était bombardé, ils tiraient sur un grand espace, parce que la visibilité était mauvaise. Et moi, j'attendais que ça cesse, que tout aille bien. J'avais peur, je voulais que ça finisse. Parce que pendant une attaque de l'artillerie, va savoir ce que les gars vont faire du côté des séparatistes russes. Ils peuvent employer les grands moyens, surtout avec un abri comme le nôtre. Et on y pense chaque soir au moment de se coucher. Au début, je m'endormais plus ou moins facilement, mais ces derniers temps, sans musique, je n'y arrive pas. Je suis inquiète. J'ai dit aux gars, on est arrivés ensemble, on repartira ensemble, on sera tous sains et saufs, tout ira bien. Quelles femmes on les place, Lou Bureau, dans cette guerre, dans ces tranchées spécifiquement ? Mais il y en a très peu. Il y en a très peu parce que la plupart des femmes qui sont engagées dans l'armée ont un rôle souvent de médical ou alors sont un peu plus dans l'arrière-front. Et c'est vrai que les femmes qui combattent sont minoritaires, mais elles existent quand même. Et moi, quand je me suis rendu sur cette position, que j'ai vu qu'il y avait une femme sur 400 hommes,
je me suis dit, c'est pas possible que je parle de ce qui se passe dans ces tranchées sans raconter la vie de cette femme qui s'appelle Oksana et qui, elle aussi, se bat dans ces tranchées. Ce sont des enfants, hein. Il y en a qui ont du vent dans la tête, ils sont tout jeunes, elle les materne, hein. C'est aussi ce que vous entendez. Ah oui, bah des fois, Oksana, elle en avait marre. Elle en avait marre d'être dans cette ambiance qui est, il faut le dire, parfois aussi un peu machiste. Et effectivement, Oksana, elle a 45 ans. Et donc, elle a le rôle un peu de maman, surtout qu'elle s'occupait, elle s'occupait de la nourriture, des repas, mais aussi de l'aspect médical, alors que c'est une soldate de formation. Mais l'Ukraine est un pays, voilà, qui est, je dirais pas machiste, mais qui est très traditionnel et dont on a encore cette idée de la femme comme étant une personne qui ne va pas aller se battre. Invité jusqu'à 13h30, le journaliste et documentariste Lou Bureau. À l'occasion de la sortie en salle, ce sera le mercredi 11 mai, de son premier long métrage documentaire, Tranchées, tourné dans la région du Donbass en 2020. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Lou Bureau, je rappelais en ouverture de cet entretien votre arrestation à la frontière irakienne en 2017, les 52 jours que vous avez passés dans une prison turque, que vous avez vous-même d'ailleurs raconté dans vos chroniques d'un prisonnier. Ces 52 jours de détention dans les prisons turques, elles vous ont visiblement profondément changé. En quoi ? Comment vous voyez la vie différemment ? En quoi, par exemple, ces 52 jours, est-ce que vous avez vécu, ressenti, ont influencé même votre manière de raconter la vie de ces soldats dans le Donbass ? Bah déjà, j'ai retrouvé dans l'espace qu'étaient les tranchées l'enfermement psychologique que moi j'avais pu vivre en prison. Parce que c'est un espace, certes, dans lequel on n'est pas enfermé à proprement parler. On peut voir le ciel, se déplacer, etc. Mais c'est un espace quand même qui est clos et dans lequel on n'a pas le choix de rester. Alors vous, cette fois, vous l'avez choisi, cette situation-là, mais eux le subissent, comme vous l'avez subi quand vous étiez dans les prisons turques. Hein. Exactement. Mais c'est vrai que ce tournage et cette façon que j'ai eue de raconter les tranchées fait forcément écho à ma détention. Et ça a été... je me suis longtemps posé la question de savoir si j'allais même continuer à faire en fait, des terrains de guerre après ma détention. Parce que j'avais l'impression d'avoir payé un prix qui était trop élevé par rapport à ce que je voulais montrer. Parce que quand on se retrouve en prison pour son travail de journaliste, à un moment donné, il faut se poser la question de ce que tout ça en vaut le coup. Et donc j'ai eu ce test en fait de savoir, en revenant aussi en Ukraine, couvrir la guerre, si j'avais toujours envie de le faire. Et j'ai eu envie aussi de raconter, à partir de cet enfermement qui était la prison, cette guerre de tranchées. Et je pense que tout ça est intimement lié. Mais ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été une partie de plaisir de rester dans les tranchées parce que en fait, on ne se rend pas compte que c'est un environnement qui est exténuant. Il y a des bombardements la nuit, il y a des rondes qui se succèdent, on est toujours réveillé, on vit dans des conditions sanitaires qui sont compliquées, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité et on est extrêmement fatigué en fait quand on tourne dans les tranchées. Et donc au bout de quelques semaines, moi ma plus grande difficulté ça a été de me concentrer sur l'idée que j'avais du film que je voulais faire parce que d'avoir un but, de garder cette idée, cette visée esthétique, cette visée éditoriale que j'avais de mon film, tout en étant extrêmement fatigué au jour le jour. Et ça a été pour moi le plus grand défi de ce tournage. Pour combien de temps, quand vous êtes dans la prison turque, impossible de savoir, hein. Je pensais encore rester des semaines, des mois, des années, avez-vous dit, écrit. Idem pour ces soldats, en fait, hein, du Donbass, qui n'ont plus de notion du temps. En 2020, ils y sont déjà depuis combien de temps quand vous les rencontrez, quand vous les filmez ? Certains depuis 6 ans. Ils y sont encore en partie aujourd'hui. Vous y êtes retourné, les soldats que vous avez filmés sont encore là ? Alors certains sont encore là, oui, ils sont toujours engagés. D'autres ont fini leur contrat, qui dure à peu près 3 ans. Mais malheureusement, étant donné l'étendue des combats et la violence des combats de ces dernières semaines, certains sont morts. 2 des personnages qu'on voit dans le film sont morts. Enfin, c'est pas les personnages principaux, mais c'était quand même des gens que je côtoyais au quotidien. Et c'est extrêmement compliqué pour eux parce qu'ils se battent en fait en continu depuis plus de 2 mois et ils n'ont toujours pas vu leur famille. C'est vraiment un dévouement total, le plus extrême pour sa nation, pour sa patrie. C'est quelque chose de très beau et en même temps très difficile à vivre.
Vous avez raconté vos doutes, à vous, y retourner ou pas, raconter ce qui se passe en France, repartir à l'étranger, retrouver ceux que vous aviez connus, côtoyés avant même la Turquie, avant même la prison et votre libération. C'est dans cet interstice que le cinéma semble s'être imposé aussi à vous, pour vous, hein, Lou Bureau, et qu'il est venu remplacer le reportage. Le cinéma, qu'est-ce que ça représente du coup pour vous? C'est la possibilité de prendre vraiment le temps de raconter, le temps de montrer. Tout à fait. Tout à fait, ça a été extraordinaire pour moi de pouvoir ne serait-ce que déjà arriver sur un terrain et poser ma caméra et ne pas filmer pendant une semaine. Et c'est des choses que j'ai comprises qui étaient extrêmement importantes parce que quand on ne filme pas, en fait, ce qu'on voit, on le raconte aussi après dans ce qu'on va filmer, dans le matériel qu'on recueille. Et je ne pouvais pas raconter cette histoire des tranchées avec une volonté journalistique, parce qu'en fait, dans le journalisme, on a des codes. On travaille notamment en télévision, on travaille avec une certaine manière de montrer l'image, une certaine manière de poser notre voix. Et tout ça allait un peu à l'encontre de moi, l'idée que j'avais de ce film. Donc je me suis vraiment libéré de tout ça et ça m'a extrêmement plu. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr de pouvoir retourner. Enfin, c'est ce que j'ai fait ces dernières semaines, mais je me rends compte que le cinéma documentaire m'a ouvert une porte que j'apprécie énormément et que j'aimerais vraiment pouvoir continuer. Et vous êtes à rebours, effectivement, de ce qui se fait aujourd'hui, hein. Vous êtes une présence très discrète dans le film, une sorte d'oreille tendue, des yeux qui regardent. Cette position-là, elle était volontaire aussi, hein, de vous retrancher par rapport à vos interlocuteurs. Tout à fait. Et au départ, j'étais même parti dans une posture un peu plus radicale qui était de poser la caméra à un endroit et de m'en aller. C'est-à-dire pour vraiment recueillir du matériel brut, en fait, la réalité. C'était ça que je me disais, je recueille la réalité de ce qu'il se passe devant moi et je suis invisible. Mais bon, après, comme je m'étais intégré totalement dans cet espace, je me suis dit, bon, il faut quand même que tu restes derrière la caméra histoire de savoir ce qui se passe. Mais voilà, c'est quelque chose qui est impossible en journalisme et qui est propre à mon avis du cinéma. Le temps passé sur le terrain, 2 semaines de repérage, 4 mois dans les tranchées, tout ça n'aurait pas été possible. Et déjà à l'époque, quand j'appelais les médias en 2016-2017, quand je leur disais est-ce que je peux faire un long pour vous, faire un 26 minutes, un 52 sur la guerre de tranchées dans le Donbass, les médias me répondaient mais qu'est-ce que tu veux montrer ? Et en fait, c'est pour ça que je me suis aussi tourné vers le cinéma. C'est ce que j'aurais jamais pu le faire à travers les médias, malheureusement. Mais quelque part, ce sont 2 choses différentes parce que on ne vise pas les mêmes choses quand on fait du documentaire et du journalisme. Dans le documentaire, il y a aussi cette visée d'engagement personnel, de vision qu'on a envie de porter, qui peut être beaucoup plus personnelle que dans le journalisme où on doit être objectif dans ce qu'on montre. Évidemment, les choses sont différentes, mais quelque part, l'un est né de la frustration de l'autre. Et c'est vrai que c'est toute la question qu'on se pose quand même en regardant ce film. Au fond, qu'est-ce que vous vouliez montrer en y allant en 2020 ? Je voulais montrer que la guerre continue en Ukraine, que c'est la dernière guerre sur le continent européen, que c'est une guerre dont on ne fait plus attention et qui pourtant est importante. Et on l'a vu malheureusement dans ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Je voulais montrer que des jeunes citoyens européens qui ont cette idée de l'Europe que nous, parfois, ne partageons plus, les valeurs qui sont portées par l'Union européenne, eux les ont. Et on dit souvent qu'on traverse une période de crise pour l'unité européenne et c'est toujours assez intriguant et intéressant de voir qu'en fait, de l'autre côté, en Europe de l'Est, l'Europe représente énormément de choses pour eux et ils y sont attachés, ils ont envie de la rejoindre. Et moi, je l'ai vu dans ce que pensaient, dans ce que disaient les soldats ukrainiens. Merci beaucoup à vous, Lou Bureau. Tranché, votre film sort en salle le 11 mai. La fin du film, d'ailleurs, c'est ces mots. En 2021, la guerre en Ukraine est toujours en cours. C'est le dernier conflit armé sur le continent européen. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Grande Table. À Lucas Bretonnier avec Violaine Malstaff et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées. Aujourd'hui, à Henri Leblanc avec Mayalène Despio-Couret pour La Grande Table culture. À la réalisation, Louis-Valentin Faury avec Florent Bujon à la technique.